Je me présente, je m'appelle Nicolas Pennec. Comme mon nom l'indique, je viens de Bretagne spécialement pour vous ce soir. Je suis développeur front chez OVH depuis à peu près un an. Et accessoirement, je suis aussi cofondateur à Rennes du RenneJS, qui est un user group où on se réunit tous les mois en fait pour parler des technologies JavaScript. D'ailleurs, tous les meet-ups sont en ligne, vous pouvez les regarder, tout comme les meet-ups OVH évidemment sont en ligne sur YouTube. Donc abonnez-vous aux deux chaînes, il y a du très bon contenu. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur mon site web évidemment. Donc avant de commencer à vous parler de Sentry, je vais raconter un petit peu une histoire, l'histoire d'un site web. Comment fonctionne un site web du début à, on va dire, la fin. Donc, en général, un site web, ça commence toujours par des développeurs. En général, donc on met des développeurs, des ingénieurs dans une salle, ils réfléchissent ensemble, et ils vont concevoir avec des équipes de design, et ils vont commencer à essayer de faire un beau projet. Pour nous, les développeurs, un beau projet, c'est un peu comme envoyer une fusée un petit peu dans l'espace. On commence à faire une belle release, et après, on fait, si possible, des tests. Ensuite, on va essayer de déployer, donc ça équivaut à un lancement de notre fusée. Et ensuite, le projet est en production. Donc là, la parabole satellite donc, qui va faire le tour de la Terre. Et ensuite, elle fait sa vie, et nous, finalement, aux développeurs, on s'en occupe pas, on passe au projet suivant. Et là, on est content. Parce qu'on a bien fait son boulot. Bon, chez OVH, on n'envoie pas des fusées dans l'espace, on envoie des serveurs dans le cloud. C'est déjà pas mal. Et du point de vue client, lui, comment ça se passe? Il n'a pas forcément cette notion. Lui, ce qu'il veut, c'est il veut venir sur notre site web. Par exemple, il veut acheter un nom de domaine avec un WordPress et une base de données pour faire son petit site de e-commerce et se lancer son business en ligne. Donc en général, ça commence comme ça, une petite tasse de thé, tranquillou. Donc le premier client, il vient sur le tunnel de commande, il fait sa commande, ça se passe bien. Le deuxième, ça se passe bien. Le troisième, ça se passe bien. Le quatrième, ça se passe bien. Et le cinquième, et bah, des fois, il a ce genre d'erreur. Voilà, ces genres d'erreurs, c'est un peu comme on parlait avec Benjamin tout à l'heure. Ce genre d'erreur, c'est quand on est face à ça, on est un petit peu démuni. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. On a un message un peu obscur qui nous dit OK, il faut appeler l'administrateur système. Donc voilà, c'est ce qu'on va appeler donc une mauvaise expérience utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va essayer le chatbot, d'abord de Benjamin, évidemment. Si le chatbot ne lui répond pas encore à son problème, il va appeler le 1007. Le 1007, c'est un numéro de téléphone qui est gratuit chez OVH, qui vous permet d'appeler le support. Et après, derrière, vous aurez un téléconseiller qui va vous aider à résoudre votre problème. Et c'est le même slide, on ne s'était pas concerté, mais voilà. Vous tombez sur Manu. Manu, c'est le stagiaire. Et il nous a dit qu'il était super fort pour remettre les choses en marche. On le croit sur parole. Donc vous appelez le support et en général, vous avez une discussion avec lui, un petit peu voilà, comme avec un chatbot, mais avec un humain. Donc ça commence en général par un client un petit peu énervé parce qu'il n'a pas pu faire sa commande. Il dit ouais, mon site il marche pas. Donc le support client lui va prendre son temps, il va dire bonjour, à quelle étape ça ne marche pas. Il dit ouais, bah, c'est à la fin, j'ai une erreur, c'est nul. Ok, très bien, quelle erreur affichée? Oups, un erreur occurred, please try again. Voilà, ce genre de message d'erreur assez obscur qu'en général en tant qu'utilisateur on est un petit peu démuni face à ce genre de résultat. Donc on va lui demander, OK, quel est votre navigateur? C'est quoi votre ordinateur? Est-ce que vous êtes sur un Mac, sur un Windows? Puis en général, le client il va répondre, bah, je suis sur Google sur mon iPad. Donc nous, pour un informaticien, ça veut dire, OK, il est sous iOS, sûrement sous Safari, donc c'est un premier indice. Et ensuite, voilà, l'utilisateur va continuer à parler avec le support client qui va essayer de l'aider et, si possible, résoudre son problème manuellement. Mais donc, s'il est bloqué ou s'il il y a beaucoup de gens qui appellent le support, en général, on a ce workflow-là. C'est-à-dire que le support nous remonte l'information en interne via un système de tickets. Et nous, développeurs, en général, quand on se tape des crashs, on a ce genre de réponse que je pense qu'on a déjà fait au moins une fois dans sa vie. C'est bizarre, ça marche très bien chez moi. Encore un boulet sous 8. Il n'a pas dû vider son cache. J'ai pas collé cette partie-là. C'est Benjamin qui a dû coder ça à tous les coups. Ou alors, bah, c'est l'heure du café. Mais bon, un bon développeur va plutôt commencer à regarder quel est vraiment le problème. Parce que quand on a un ticket en interne, évidemment, on ne peut pas le mettre sous le tapis, hein. Il va remonter régulièrement. On a un système de tous les jours, on a un récap des crashs et on voit exactement qu'est-ce qu'il y a en ce moment et qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc on va commencer un petit peu à enquêter, comprendre d'où vient le problème. À ce moment-là, on va essayer de discuter avec les gens du support ou les personnes qui sont en contact régulier avec les clients.
On va leur demander, OK, donc à quelle étape ça plante? Est-ce que tu as l'URL, donc l'URL dans l'adresse web pour essayer qu'on puisse reproduire au maximum quel était le crash? S'il a fait une commande, qu'est-ce qu'il avait dans le panier? Est-ce que c'était un nom de domaine? Est-ce que c'était un WordPress? Pour quel pays? Ensuite, on va passer au niveau 2, qui va être la partie technique. Une fois qu'on a eu le contexte, on va essayer de comprendre quel était l'environnement technique de l'utilisateur, quel est son navigateur, quel OS, est-ce qu'il a un plugin type AdBlock qui pourrait bloquer des choses sur le site web. Et idéalement, certaines fois, on peut avoir carrément un contact direct avec le client et là, on va lui demander s'il ne peut pas taper sur le F12 de sa console et il va directement aller en mode debug de l'application web. Donc ça, c'est le cas idéal pour nous développeurs parce qu'on est au cœur du bug et on peut essayer d'avoir l'erreur. Et en général, quand on demande l'erreur, on a ce genre de réponse. Donc pour ceux qui font du JavaScript, connaissent très bien cette erreur. Undefined is not a function. En gros, c'est j'en sais rien. Et en général, pour nous aider, on a droit à la petite ligne qui nous dit où est l'erreur. Donc là, on va être dans le fichier, dans le dossier app.js, qui est un gros fichier bundlé de l'application, à la ligne caractère 1 de la ligne 35 383 773. Donc ça ne nous aide pas beaucoup parce que c'est du code compressé. En gros, on est toujours autant démuni qu'au départ. Donc tout ça pour vous dire que finalement, une application web, ce n'est pas que développer et mettre en prod, c'est aussi tout ce qui va se passer derrière. Donc faire une release, ce n'est pas une fin en soi pour nous, c'est finalement que le début de l'aventure. Derrière, on va faire des évolutions, il y aura peut-être des problèmes de performance, il y aura des hotfix à faire, il y aura pas mal de choses, des retours clients. Mais souvent, on se pose cette question toute simple, mais finalement, pourquoi un site web plante en prod? Pourquoi vous n'avez pas fait des tests? Comment ça se fait? Et ben, des fois, en effet, on fait des tests, mais des fois, ils peuvent être mauvais ou erronés, ou des fois, on n'en fait pas. Ça peut arriver. Normalement, on fait toujours des tests. Ça peut être aussi, entre guillemets, la faute à l'équipe de validation, la QA team. On peut estimer que peut-être ils ont bien fait leurs tests, mais peut-être qu'ils n'ont pas testé tous les cas optimaux. Il y a peut-être des clients qui ont des cas particuliers qu'on n'a pas pu traiter en test. Donc c'est pas toujours évident de tester toute une application de fond en comble. Et ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des utilisateurs imprévisibles. On ne connaît pas leur navigateur, on ne connaît pas leur OS, on ne connaît pas quel device. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent leur mobile pour faire des achats sur Internet. On a dépassé quasiment 50%, je crois, d'usage par rapport au desktop. L'environnement, on ne le connaît pas forcément. Il y a des gens sous Linux, sous Mac, sous tablette, Windows, etc. On a aussi des utilisateurs qui sont un petit peu pressés, qui aiment bien cliquer un petit peu partout. Et on n'a pas forcément prévu, nous, au début, que ces personnes cliquent dans tous les sens. Et puis, des fois, tout simplement, c'est les données chez nous qui sont fausses. On peut avoir un appel d'une API qui nous renvoie des données qui sont fausses. C'est un bug à un autre niveau. C'est pas toujours un bug côté site web. Ça peut revenir de beaucoup plus loin, voire d'un bug de chez un partenaire. Donc voilà toutes les raisons qui font que ça peut planter en prod. Donc toute cette petite histoire, un petit peu, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que vos utilisateurs vous remontent les bugs. En général, un client, quand il a un bug, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le concurrent. Il laisse tomber. Donc nous, notre objectif, c'est d'améliorer cette expérience utilisateur pour qu'il aille tout le temps au bout de sa commande et qu'il soit satisfait et qu'il puisse vraiment avoir ce qu'il a commandé, quoi. Et donc là, vous avez soit deux solutions. Donc soit vous prenez la pilule comme dans Matrix, vous prenez la pilule rouge et puis vous restez dans le monde des merveilles et on ne voit pas le problème. Ou sinon, vous prenez la pilule bleue et on va rentrer au cœur de la vie utilisateur, essayer de comprendre quels sont ses vrais problèmes et quels sont les crashs qu'il peut rencontrer. Et donc, je vais vous expliquer comment l'outil Sentry permet de faire ça. Mais avant de vous l'expliquer, je vais vous expliquer rapidement comment on chasse un bug. Donc Sentry va vous permettre de faire donc, vraiment de la chasse aux bugs. Mais comme tout bon chasseur le sait, il y a le bon et le mauvais chasseur. Donc en général, le mauvais chasseur, c'est à peu près ça. Il a un fusil, il tire, il essaie de choper le bug, bon, il n'arrive pas trop, quoi. Et ça, c'est le bon chasseur. Il n'a même pas utilisé son fusil. Et ça, c'est fort. C'est quelqu'un qui a un bon outil, qui maîtrise bien son sujet. Il n'a pas besoin de trop se fatiguer, mais il est très efficace. Alors Sentry, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'agrégation, donc de crash, qui va fonctionner en temps réel. C'est-à-dire, dès que dans votre application web ou autre, parce que c'est cross-platform avec différents langages, dès que vous avez un crash, on va remonter l'information sur un serveur qui va agréger tout ça et faire un petit récapitulatif un petit peu arrangé avec des merges de vos crashs. Pour faire le parallèle, si vous connaissez tous peut-être Analytics ou Google Analytics, c'est le même principe. Quand vous êtes sur un site web, on sait quel est votre navigateur, on sait combien de temps vous avez passé sur un site. Tout ceci est logué.
Ça va être le même principe. On va agréger toutes les informations des bugs dans une plateforme. Alors graphiquement, l'outil ressemble à ça. On fera une petite démo juste après. Donc c'est une plateforme qui est disponible en ligne. Techniquement, derrière, on a deux parties. On a la partie à droite, qu'on va appeler la plateforme, et la partie gauche qui est le client. La plateforme, en fait, ça va être un serveur qui va être développé sur une base de Python avec une IHM front en React, un cache Redis et une base de données en Postgre. Et dans votre application, qui peut être en JavaScript, en Android, en Python, en Go, quasiment tout ce que vous voulez, vous allez mettre un client qu'on appelle Raven, qui lui va remonter les informations dans la plateforme, les informations de crash. Et comme je vous disais, c'est open source. Donc l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez soit utiliser la plateforme SaaS en ligne, qui est payante avec un abonnement mensuel, ou simplement vous pouvez l'héberger chez vous. Nous, c'est ce qu'on fait chez OVH, on l'héberge en interne sur notre propre plateforme. D'ailleurs, c'est un vrai employé de chez Sentry, lui, en plus. Donc, je vous ai mis les petits liens si vous voulez avoir plus d'informations sur comment installer un serveur. C'est pas très compliqué. Soit on le fait à la mano, c'est du Python, c'est assez simple à faire. Et sinon, il y a aussi des images Docker. Voilà, rapidement, là, le prix, donc il y a différentes formules. Il y a une formule d'essai gratuit pour l'essayer. Ils sont plus à jour, ils ont remis à jour les prix il y a quelques jours, mais le principe est toujours là. Il y a une version d'essai gratuit, une version payante et une version entreprise où là, c'est du sur-mesure. Donc, comme je le disais, on peut traquer les erreurs dans différents types d'applications. Donc, soit en JavaScript, en Node, en Python, en PHP, Ruby, Go, etc. Et en plus, dans chaque langage, par exemple JavaScript, on aura des plugins un peu dédiés à un framework, par exemple pour Angular, pour React, ou ce genre de choses. Qui utilise Sentry? Évidemment OVH, et d'autres sociétés, les grands classiques un peu de la Silicon Valley, tels Dropbox, Uber, etc. Donc vous pouvez faire confiance, c'est un outil qui est assez vieux, qui a commencé à être développé il y a à peu près 8 ans, là-bas sur une base de Python, qui depuis a élargi son scope. Il existe quelques concurrents, tels que Rollbar, qui fait des choses assez similaires. On a aussi Regen Crash Reporting, qui est lui plus orienté application mobile. On a aussi Crashlytics, qui pareil est plutôt orienté Android, iOS. Et sinon Track.js, qui lui est orienté exclusivement JavaScript. Et il y en a encore d'autres, mais un des plus complets, vous verrez, si vous faites les comparaisons, reste Sentry. Donc maintenant, on va passer un petit peu dans le code. Donc normalement, vous avez dû tout à l'heure aller sur l'application Sentry faire des crashs. Voilà. Donc cette application stupide qui en fait va être votre site internet qui va crasher. Donc en principe, un client va être sur votre formulaire de contact, va cliquer et là, il va prendre une erreur. On va en générer quelques-unes, voilà, des erreurs. Vous verrez, des fois, c'est en bleu ou c'est en jaune, ça peut être le niveau de criticité. On peut aussi avoir des crashs voilà, sur un formulaire. Voilà, hop, c'est pas important, voilà, ça va planter. Et on a aussi une petite fonctionnalité qui permet de faire du reporting. Donc, par exemple, si l'application crash, je vais dire OK. Donc, moi, c'est Nicolas. Mon email, c'est nanana. Et voilà. Ça a planté. C'est pas terrible. Donc, voilà. Idéalement, vous mettez un message un peu plus précis. Hop, et j'envoie du coup le feedback à l'application. Bon, là, derrière, l'utilisateur il est toujours bloqué, donc il ne pourra pas donc, continuer sa commande. Mais au moins, nous, les développeurs, on aura le bug qui va remonter. Donc, Sentry, qu'est-ce que Sentry? Donc, c'est ce site web qui est en fait structuré avec à gauche, on a une barre, et ici, on aura toute une série de bugs. Donc, on peut déjà, dans un premier temps, faire des systèmes d'organisation. Par exemple, si j'ai une organisation à mon nom, une organisation pour les meet-up NGS. Dans mon organisation, après, j'ai différents projets. J'ai ici le projet de test Sentry Crash, j'ai photo, j'ai Starfix, j'ai mon site web. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ici, au centre, vous verrez tout ce qui est les crashs qui vont arriver dans l'application en temps réel. Ici, donc, vous voyez les fréquences.
On peut trier par 24 heures sur 14 jours. On voit aussi le nombre d'événements qui ont été remontés, le nombre d'utilisateurs différents qui ont eu ce bug. On voit le niveau de criticité avec erreur, info. On va voir quelques warnings, ici des warnings par exemple. On va cliquer sur une par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? Oups, un truc un peu plus intéressant. Voilà, ici, donc là, pour chaque bug, après, j'aurai le détail du bug qui a été produit. Donc évidemment, avec l'heure à laquelle c'est produit, l'IP de l'utilisateur, qui est une information qu'on peut filtrer, il n'y a pas de souci, c'est qu'un réglage. Là, je suis sur l'application de démo, ce n'est pas les versions internes OVH. Chez nous, en interne, on floute les informations sensibles. Bon, je sais que la personne ici était sur Safari mobile. Je sais que la version exacte qui était sous iOS 10.3.2. Puis après, j'ai pas mal d'informations, ce qu'on appelle les tags ici, avec d'autres informations. Donc, il y a quoi? Il y a l'IP, il y a l'URL. Je sais qu'il a planté sur telle URL. Alors là, encore mieux, j'ai la ligne d'erreur. Je sais que, OK, il a eu quoi comme erreur? Il a eu null is not an object. Donc là, il me marque l'erreur ici, mais on voit bien que c'est juste au-dessus. Donc, a priori, l'erreur va être sur cette ligne parce que l'objet getElementById renvoie nul et du coup, nul.value, c'est pas possible. En dessous, j'ai ce qu'on appelle le breadcrumbs qui va en fait être tout l'historique de l'usage sur le site de l'utilisateur. Par exemple, voilà, là j'ai enchaîné une série. Par exemple, je vois qu'ici il a perdu de la connexion. Ensuite, il a reperdu la connexion. Après, il a cliqué sur un bouton primary button. Ensuite, il a eu une erreur. Ensuite, il a recliqué, etc., etc. Donc, je peux en fait voir tout ce qui s'est passé pour cet utilisateur. Et on a comme ça tout son historique. Bon, là, il n'y a que des crashs, c'est pas très intéressant. Il faut imaginer sur un vrai tunnel de commande. Je vais voir, OK, là, il avait acheté un nom de domaine. Derrière, il avait pris un WordPress. Il avait pris l'option disque dur. Et comme ça, je vais pouvoir reproduire, moi, en tant que développeur, le bug vraiment au plus près de ce qu'il a pu rencontrer. Donc après, on a d'autres informations, genre la famille du device. On voit que c'est un iPhone. On voit que c'est la marque Apple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le browser avec un peu plus d'informations. Et je vois qu'il y a eu une session qui a duré un certain temps. Et voilà, du coup, pour chaque bug, j'ai ça. Le logiciel est assez intelligent. Il est capable aussi de regrouper les bugs qui se ressemblent. Par exemple, ici, je vois que ce bug-là, il y a plusieurs personnes sous Safari qui l'ont eu. Si je vais plus bas, je vois des gens qui ont eu ce Chrome mobile iOS. Donc finalement, tu peux me dire, OK, c'est pas un bug qui est que sous Safari, ça se passe aussi sous Chrome. Donc ça va m'aider comme ça un petit peu à résoudre les anomalies. Donc je reviens sur cette page ici. On peut trier les remontées de bugs suivant différents critères par un système de priorité. On peut voir les nouveaux bugs qui sont apparus. Par exemple, par fréquence, c'est-à-dire lequel se reproduit souvent. Par exemple, je vois qu'ici, il y a souvent le bug erreur 500 qui se produit. J'ai eu 679 crashs sur 56 utilisateurs. Donc on va dire que c'est un bug qui est important, il faut que je traite en priorité. Un bug, par exemple, ici, je vais dire que je peux l'assigner. Dans l'application, on peut définir donc des utilisateurs. Je vais dire j'assigne le bug, je me l'assigne, un petit peu comme dans Jira. Et du coup, tous les autres développeurs sauront que ce bug, c'est moi qui m'en occupe, ils n'ont pas besoin de s'en occuper. Que dire d'autre ici? Voilà, il y a pas mal de tri. On peut filtrer évidemment. On peut par exemple trier que pour un browser. Par exemple, je vais voir que les bugs qui vont se produire sous Edge. Voilà, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup ici. On a pas mal d'autres choses. On peut trier sur les statuts. Est-ce que c'est résolu, non résolu? Et voilà, pas mal de choses. L'URL aussi. En haut, on aura d'autres informations. Donc là, on a vu, c'était les issues, donc les crashs. L'overview, ça va être un petit peu des statistiques sur qu'est-ce qui se produit, comment c'est regroupé. Par exemple, là, genre les stats sur une heure, je vois qu'il y a eu un petit pic de crash, etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les user feedback. Par exemple, je vois que d'ailleurs, on a eu un utilisateur Jean, qui nous a dit « Je suis sur Google, sur mon iPad, ça ne fonctionne pas ». Donc là, il est très gentil, cet utilisateur, parce qu'il m'a un petit peu indiqué qu'est-ce qu'il a eu comme erreur. Et si je clique sur le bug, ça me ramène sur le bug exact. Je fais, ah oui, en effet, bon là, il a un petit peu menti, parce qu'il est pas sous Safari, il est sous Chrome, mais il est bien sous macOS, avec a priori un iPad. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir communiquer avec ses clients qui nous remontent des bugs détaillés.
Et une autre information importante que propose Sentry, c'est le système de release. C'est-à-dire que quand votre application, vous la déployez, vous commencez par une version 1.0. Et par exemple, ce midi, j'ai déployé la version 1.01 où j'ai fait des petites modifications. Et par exemple, je vais voir dans cette version, je vais voir est-ce que j'ai des nouvelles erreurs. Oui, en effet, dans cette nouvelle version, j'ai tout ça comme nouvelle erreur. L'intérêt, c'est que quand vous déployez une version, vous pouvez voir est-ce qu'il y a eu une régression par rapport à la précédente. Et aussi, quand vous avez des anomalies dans votre outil, je reviens sur la première page. Par exemple, celui-ci, je vais dire que le warning ici, je l'ai résolu. Hop, je vais le cocher et je vais le marquer comme résolu. Mais je peux même le dire, ok, il est résolu, mais pas tout de suite. Il sera résolu dans la prochaine release. Et automatiquement, il sera enlevé de la liste. Et automatiquement, dès que je vais déployer une prochaine release, il va l'enlever. Et si ça se reproduit, il le remettra en avant. Après, voilà, il y a plein de possibilités. Beaucoup de filtres, de réglages. On va revenir un petit peu sur les slides. Vous ne pourrez pas aller sur cette URL, hein, évidemment, parce que c'est faut mon compte pour aller dessus, mais vous pouvez créer un compte gratuitement sur Sentry pour tester votre application. Le code du crash est dispo sur ma page GitHub, vous trouvez sur mon site web, il y a le lien. Donc si vous voulez voir comment reproduire un cas de crash. Donc les features, donc voilà, c'était un petit récap de ce qu'on a vu. Oui, j'ai pas parlé, mais il y a aussi des systèmes d'alerting. On reçoit des emails quand il y a des crashs. On peut aussi recevoir un récap journalier ou hebdomadaire sur les crashs qui arrivent. Voire un système même de SMS. Donc, le breadcrumb, c'est ce qu'on disait, donc l'historique, l'assignation à un utilisateur d'un crash, donc ce qu'on appelle les métadatas, les informations complémentaires sur le crash. On a des statistiques aussi où on verra sur les 30 jours, est-ce que ce bug se produit souvent par exemple, des fois, on peut avoir un bug qui n'est pas forcément issu de notre partie, qui va être issu d'une API, qui, elle, a été corrigée, donc du coup, le bug va s'effondrer derrière. Il ne va pas se reproduire. On voit aussi, par exemple, ici, des stats où je verrai que ce bug se produit majoritairement sur Windows 10, mais a priori, il se produit sur à peu près toutes les plateformes. Par contre, je constate qu'il se produit uniquement sur les commandes de nom de domaine. Et a priori, il se produit sur le site OVH espagnol. Donc ça permet de ça aussi de nous aider encore à débugger les crashs. Donc on a bien vu évidemment, il y a des stats globales sur une équipe pour pouvoir voir est-ce qu'une équipe fait plus de bugs qu'une autre, si vous avez envie. Ça c'est bien pour les chefs, ils aiment bien un petit peu tout ce qui est KPI, ce genre de choses. Donc on a vu ça, c'était les feedbacks utilisateurs. Ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'activer, hein. C'est une option supplémentaire. Nous on l'a pas fait par exemple. Pardon. Donc on l'a vu, il gère les source maps, c'est-à-dire tout ce que votre code JavaScript qui est compressé, il va être capable de le lire. Gestion des releases. Donc voilà, ça c'était une erreur. Évidemment, on peut intégrer Sentry avec tous les outils classiques du marché, tel Slack ou tel un Jira ou un Trello pour faire des connexions automatiques. Ils ont mis une nouveauté récemment aussi, ou même directement dans votre commit, sous Git, par exemple, quand vous faites un commit, vous pouvez marquer la référence de Sentry, parce que Sentry génère un ID un peu unique, et automatiquement, il va clôturer ou mettre en tout cas en pending pour cette release et la réactiver au prochain si ça revient. Donc là, je vous ai parlé de la plateforme, mais donc, je vais vous présenter comment ça marche côté client. Donc dans votre application, comment on remonte les erreurs dans la plateforme en ligne. Donc ce client s'appelle Raven, qui est aussi développé par les équipes de Sentry. Donc Raven, c'est un petit peu le coéquipier, comme il y a Batman, ça va être Sentry, et Raven, son coéquipier. L'un va pas sans l'autre. Donc là, l'exemple, ça va être en JavaScript. Installation classique, soit directement depuis un CDN ou avec un NPM ou yarn install. C'est très simple. Dans votre code JavaScript ou autre, hein, l'exemple est JavaScript, mais ça marche pareil en Go ou en Python ou autre chose, vous allez définir votre configuration Sentry en définissant un ID de projet, l'URL de votre plateforme Sentry, le nom du projet. On peut ignorer certaines URL, par exemple tout ce qui est crash en local, on ne les prend pas en compte. Si c'est un crash dû à une extension, on ne prend pas en compte. Ensuite, on peut ajouter des tags. Par exemple, c'est là qu'on va ajouter tout ce qui est release. Ou qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre. Par exemple, nous, chez OVH, on met tout ce qui est commande. Moi, je travaille sur la partie commande, par exemple, de nom de domaine et aussi serveur.
Et on va par exemple dire, on va mettre le tag, ok, donc cette commande-là, c'est la commande de domaine. Soit du coup, après, dans mes logs, je saurai exactement que c'est uniquement un crash des commandes de domaine. Si vous êtes par exemple sous Angular, donc il y a des plugins spéciaux pour les frameworks, type Angular ou React, on fait install et c'est fini. Il y a juste ça à faire. Maintenant, à chaque fois que vous aurez un crash dans votre application, en JavaScript, ça va remonter automatiquement. Comme on disait, donc, il y a différents types de logs. On peut remonter des types error, warning, info. Un exemple assez classique que nous on fait, c'est le warning. On va s'en servir pour des cas qui ne devraient jamais arriver, mais qui arrivent. Donc en général, on va marquer ce genre d'informations. Info, c'est plus pour du développement en général, où on veut être sûr qu'une information remonte bien. On l'utilise vraiment, vraiment moins. Voici quelques exemples pour comment remonter manuellement des erreurs. Par exemple, là, c'est le capture message. Ici, c'est pour remonter un warning. Par exemple, donc, comme je disais tout à l'heure, l'exemple où quand on veut remonter un cas qui devrait jamais arriver, mais qu'on a quand même catché, c'est-à-dire que des fois, l'application ne crache pas. L'utilisateur, lui, il a l'impression que son site il fonctionne, sauf que nous, on a détecté qu'il y a une erreur parce que on a dépassé la capacité d'un tableau et c'était pas censé arriver. On a catché l'erreur, l'utilisateur il a pu continuer sa commande. Pour lui, tout est transparent, mais derrière, nous, on a remonté le bug quand même. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de le traiter après derrière. On peut évidemment setter l'environnement, donc par exemple production, pré-production, ce genre de choses. On peut ajouter des datas. Par exemple, nous, ce qu'on aura, on va ajouter le cart, donc le panier de l'utilisateur. On aura tous les éléments de son panier pour comprendre qu'est-ce qui est dans son panier peut bloquer la commande finale. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va dire dans les exemples, les remontées donc, avec des informations. Par exemple, ici, je vais voir que c'est un client qui est sur le site espagnol. Je voyais qu'il était logué. J'aurai ce qu'on appelle chez nous l'unique handle, c'est son identifiant, que ici j'ai flouté. J'aurai à quel endroit ça a craché, quelle a été l'URL. Là, on ne le voit pas, mais j'aurai son panier complet. Donc voilà, installer Sentry sur une application, c'est vraiment très simple. Vous créez votre compte sur la plateforme, ou vous l'hébergez par vous-même. Vous installez Raven en 2 lignes de commande, et derrière, vous avez des logs sur votre plateforme. C'est vraiment aussi simple qu'un Google Analytics, en fait. Donc là, maintenant, l'idée, c'est que je vais essayer de vous présenter un petit peu comment Sentry a amélioré l'expérience client chez OVH. Donc là, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur à peu près 6 mois sur le tunnel de commande. Là, pour cet exemple, on va prendre le tunnel des commandes de nom de domaine, mais c'est valable pour toutes les autres commandes. Je sais qu'il est aussi installé sur tout ce qui est manager, pour tout ce qui est retour sur Sentry. Donc en général, un client, voilà, il arrive ici, il saisit un nom de domaine, il va faire rechercher, continuer, puis il va avoir différentes étapes. Ici, on en a 6. Donc sur ces 6 étapes, s'il y a une seule qui crache, potentiellement, le client, il n'arrive pas au bout et donc il finit pas sa commande. Donc c'est vraiment pas génial. Donc qu'est-ce que Sentry nous a permis d'améliorer? Donc déjà, il a permis de détecter des vieux bugs qu'on n'avait jamais constatés, que les équipes de qualité nous avaient jamais détectés, qu'aucun client nous avait remonté non plus. Un exemple tout bête qu'on a eu, c'était les gens qui étaient sous Safari en navigation privée avaient une page blanche sur la page de commande. Parce qu'en fait, il y avait le local storage qui était bloqué. Et normalement, on l'avait blindé partout ce bout de code, sauf dans un cas. Donc nous, on pensait être bon, sauf qu'en fait, on n'avait pas bien testé ce cas-là. Et c'est Sentry qui nous a permis de remonter ce bug. Et quand on parlait de ça avec les équipes de testeurs, en disant, bah, il y a eu ce cas-là, il m'a fait, oh, mais c'est un truc qui n'arrive pas souvent. Et bah, grâce aux statistiques dans Sentry, on a vu que finalement, ça arrivait quasiment, je crois que c'était quasiment 10-15 fois par jour, quoi. Donc on avait 10-15 clients par jour, peut-être des fois c'était les mêmes, hein, mais qui étaient confrontés à cette page blanche qu'ils ne pouvaient pas commander. Donc après, on a aussi tout ce qui est un petit peu identification de bugs, un petit peu qu'on va appeler exotiques. Ça peut être des gens qui ont des vieux navigateurs. Des fois, l'autre jour, on a eu des remontées de bugs de Firefox 4. On est à la 51, je crois. Donc ça, c'est pas toujours évident à prendre en compte. Mais déjà, est-ce qu'on va le corriger? Je sais pas, mais en tout cas, on est au courant qu'il y a des clients qui ont ce bug. Donc peut-être qu'il faudra les inciter en mettant un bandeau pour leur dire de mettre à jour leur navigateur, peut-être. Ou alors essayer de contourner le bug, évidemment. On aura aussi donc des remontées d'erreurs qui sont liées à des extensions. Donc ça, en général, on ne pense pas à ça dans les tests. Mais on a eu des bugs parce que on avait des gens qui avaient un adblock
Et dans un cas, dans la commande de domaine sur une redirection, ça bloquait parce qu'il y avait Analytics qui se lançait trop tôt et ça faisait un cafouillage impossible à reproduire. Et ça, si on n'avait pas eu Sentry pour comprendre vraiment comment reproduire, on aurait vraiment eu beaucoup de difficultés. Ce bug, on le connaissait, on savait que des gens avaient cette erreur de redirection, on ne comprenait pas pourquoi, quoi. C'est grâce à tous ces logs qu'on a pu comprendre. Donc, comme on disait, comme il y a le système de release, maintenant on peut avoir une détection des régressions sur les releases, idéalement avant les remontées clients, parce qu'avoir un client qui râle sur Twitter, en général, c'est sympa, hein, les clients qui nous font des remontées, mais si ça peut éviter de faire trop de mauvaise publicité, voilà, c'est quand même mieux qu'on attrape les bugs au vol. Ça permet aussi, donc, en termes d'amélioration continue, grâce à Sentry, on a pu améliorer donc la reproduction des bugs. Comme je disais au début, des fois on appelait le support, on appelait les responsables clients, on essayait de comprendre avec eux quel était le problème du client. Ça prenait beaucoup de temps à tout le monde évidemment, hein. Alors que là, on a une information très précise. Un exemple tout bête que j'ai eu, j'avais ce qu'on appelle chez nous les CAC, c'est les personnes qui s'occupent un peu des clients, me disaient il y a plusieurs qui m'ont eu une erreur conditionnelle, je ne sais plus quoi. Et il me dit, je lui demande c'était quand. Il m'a dit c'était vendredi matin. Alors du coup, je suis allé dans Sentry, j'ai tapé dans l'outil de recherche juste le code de l'erreur qu'il avait réussi à récupérer, et j'ai cherché vendredi, et je suis tombé sur un client qui a eu ce bug-là vendredi. Du coup, j'ai pu viser exactement quel était le problème et avoir toutes les infos pour reproduire. Donc c'est un gain de temps énorme pour tout le monde, quoi. Et un petit bonus, un petit peu, c'est la motivation dans les équipes. Des fois, le matin ou enfin, daily meeting tous les jours avec les équipes, c'est un petit peu le jeu du «Ah tiens, dans Sentry, j'ai moins de bugs, j'en ai corrigé pas mal. Tiens, ceci, ça fait longtemps qu'il était là, ça y est, je l'ai. Maintenant, il est plus dans la courbe ou j'en ai moins qu'avant». Donc c'est des petits. C'est un peu pas un petit peu une gamification du boulot. Donc c'est toujours sympa de faire ce petit compète, de dire allez, on va essayer de faire la meilleure qualité possible, quoi. D'autres un petit peu retours positifs de l'utilisation de Sentry, c'est donc comme je disais, on a mis des systèmes de warning, hein. C'est-à-dire que c'est nous qui forçons des warnings automatiques à remonter de Sentry pour gérer des cas de remontée de bugs non bloquants. Donc ça c'est très très utile. On a aussi tout ce qu'on appelle donc on a eu une fois, enfin deux trois fois des détections qui ont été plus rapides que des sondes. C'est-à-dire que chez nous, on a des sondes de monitoring qui regardent si les serveurs répondent bien, les API répondent bien. Et en général, ça va se déclencher. Si au bout d'une demi-heure, ils ont plein d'erreurs 500, ça va se déclencher et ça va envoyer des warnings aux équipes concernées pour qu'elles corrigent le bug. Et c'est arrivé plusieurs fois que nous, la journée, on est sous Sentry, on fait tiens, c'est bizarre, je vois pas mal d'erreurs qui remontent tout d'un coup avec des utilisateurs différents. Donc du coup, hop, on chatte avec notre collègue, on dit tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe sur l'API des serveurs? Et il va dire ah oui, j'ai fait une mise en prod, en effet, il y a une régression bien vue. Donc voilà, c'est toujours assez positif encore pour l'ensemble. C'est pas que pour votre équipe, c'est aussi pour les autres. Un petit bonus, c'est, je sais pas qui fait du React ou du Vue ici, peut-être des gens, et vous utilisez tout ce qui est Redux, relation de state. Bon, ceux qui connaissent pas, l'idée c'est que dans le code JavaScript, on va stocker tout l'état de l'application. Donc en principe, si je prends cet état et que je le donne à mon voisin, si je donne ce bout de code à mon voisin, on est capable de remettre l'application dans l'état exact dans lequel elle était. Si c'est bien codé, évidemment. C'est pas toujours évident. Et là, l'avantage, ça serait que si vous utilisez Sentry, vous pouvez remonter dans votre anomalie le state. Donc si vous faites du Redux ou du Vuex avec du Vue.js par exemple, c'est vraiment super intéressant. Nous, on n'utilise pas cette technologie en interne, mais ils en parlent sur le blog de Sentry, un très bon article. Et surtout, je vous ai trouvé un petit retour d'expérience de chez Wicar, qui était une start-up française dans tout ce qui est partage un petit peu de voitures, où ils expliquent très bien comment ça leur permet justement de résoudre de reproduire vraiment, de remettre l'application en l'état grâce à Sentry plus la remontée du state via Redux. Bon, après, l'outil Sentry n'est pas magique, évidemment, il y a quelques limites. On constate pas mal de lenteur dans tout ce qui est recherche. Si on met trop de critères, des fois, il a un peu de mal. Après, c'est peut-être aussi notre plateforme interne qui est peut-être pas suffisamment dimensionnée à voir. Pour l'instant, on s'en sert tel quel et ça nous suffit. On ne peut pas faire de recherche sur metadata. Bon, voilà, ça c'est un truc à l'usage, on voit que c'est pas forcément très pratique. On peut que filtrer sur metadata. Par exemple, je vais dire que je veux Windows. Je pourrais pas dire je veux Windows
et Linux, mais pas un d'autre. Donc ça, j'espère qu'ils vont améliorer ces points-là. Il y a aussi un autre souci, c'est ce qu'on appelle les doublons de bugs. C'est-à-dire qu'un crash d'erreur sur un IE ou un Chrome ou sur un Safari, on n'aura pas le même log d'erreur. Et des fois, Sentry, il a un peu de mal un petit peu à comprendre que c'est la même erreur, donc du coup, il va la déclarer en double. Mais là, on peut l'aider en fait. On peut cocher et faire des merges. Et ça permet après que derrière, il va apprendre de par lui-même et comprendre que tous ces bugs-là, il faut qu'il les mette ensemble. Parce que sinon, vous êtes floudé d'anomalies dans votre flow et c'est pas terrible, quoi. Et on a aussi ce cas-là à cause du site qui est multilangue, c'est-à-dire qu'on a les URL sont soit en /fr, soit enfin, soit en /fr ou /uk, /pologne, etc. Et Sentry se base sur les URL aussi des fois pour merger les bugs, donc du coup il peut être un petit peu perdu avec ça. Et un dernier point, c'est la gestion des source maps. Donc on voyait là, on peut remonter les releases dans l'application sur les crashs. Par contre, tout ce qui est gestion de source map, il y a deux possibilités. Soit votre source map JavaScript est disponible en ligne, c'est-à-dire vous avez votre .js et votre map.js est disponible. À ce moment-là, Sentry va le lire, va comprendre que le code de compressé, c'était à telle erreur, telle ligne qu'il faut aller. Si ce n'est pas le cas, il faut pousser les source maps, les uploader sur le site web, sur votre plateforme Sentry à la main. Et ça se passe par des API REST, donc c'est à coup de curl. Donc c'est pas vraiment une limite, mais c'est pas forcément évident. Donc l'idéal, c'est de l'intégrer dans votre processus de continuous delivery pour que ça se fasse automatiquement. À chaque déploiement, idéalement, on envoie en même temps les source maps. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le fait de faire des merges manuels quand on a des bugs qui sont identiques. Donc il y a un très bon article d'ailleurs sur le blog de Sentry sur comment justement réduire ce qu'on va appeler le bruit, parce qu'au début, quand on n'a pas très bien réglé tous ces bugs, on les a pas très bien mergés, on a beaucoup de bugs identiques mais qui se répètent dans X lignes, donc ça peut être un peu vite le bazar. Donc au final, qu'est-ce que Sentry nous apporte? Sentry va vraiment, comme je le disais, améliorer, on espère, l'expérience client, que vraiment il puisse aller au bout de son achat. Et évidemment, ça fait moins de boulot pour le support. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure, il y avait déjà le chatbot. Le but du chatbot, c'est pareil, c'est de donner moins de boulot au support et que les gens du support soient concentrés pour des vrais problèmes plus complexes. On préfère qu'ils viennent avec un client qui a un besoin très précis et que là, on le conseille vraiment du sur-mesure. Alors que rester corriger une erreur parce que la personne a un adblock et que ça bloque sous son navigateur, c'est beaucoup moins intéressant pour eux, quoi. Donc voilà, je vais vous présenter c'était Sentry. Donc l'idée c'est vraiment qu'on attrape les bugs au vol. Donc moi je vous incite vraiment à essayer. Moi je l'ai installé sur mon site perso. Ça se met en 2 lignes de code. On lâche et je l'ai mis sur plusieurs sites, que c'est vraiment très facile. Donc nous on l'utilise vraiment en interne chez OVH au quotidien. Pour moi c'est vraiment comme un Google Analytics. C'est un nice to have sur votre site web. Vous devez l'avoir. Vous avez besoin de comprendre avec Analytics qui sont vos clients en termes de visite. Et bien là, vous avez besoin de comprendre qui sont vos clients chez qui ça crache. Et donc pour moi, ça devrait être obligatoire sur tous les sites web publics qui veulent faire de la qualité et une bonne expérience client.